Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Aujourd'hui je vais vous parler d'AEW Revolution, le deuxième pay-per-view depuis le début de Dynamite à la télé sur TNT aux États-Unis et sur Toonami également en France. Coucou à Norbert Feuillant et Alain Vistrangelo. Aujourd'hui c'est une vidéo pas du tout préparée parce que je viens à peine de terminer le pay-per-view, il y a à peu près 2 minutes approximativement. Le temps juste de récupérer le matériel pour enregistrer et c'est parti pour enregistrer. Donc cette vidéo va sans doute être très décousue. Je vais vous parler de mon avis match par match, c'est mon avis assez global également. Je vais en profiter aussi pour parler de mon avis global pendant que j'aurai le temps, pendant les matchs peut-être, de la situation à AEW. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo, c'est la deuxième fois que j'enregistre, voilà, je vous cache rien du tout. Mais enfin, on avait enregistré 2 minutes, mais je me suis arrêté parce que je perdais mes mots. Mais je ne suis pas un anti ou un pro AEW, je ne suis d'ailleurs pas un anti ou un pro WWE non plus. J'aime beaucoup NXT et Dynamite me plaît de plus en plus depuis le début de l'année. De l'année janvier, hein, j'entends, pas de l'année Dynamite. Mais voilà, je suis pas du tout un pro ou un anti quoi que ce soit, j'aime surtout le catch, le bon catch. Même s'il y a des choix qui se font pas certainement surtout en Arabie Saoudite, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, je ne sortirai pas une vidéo sur le show Super Showdown de l'Arabie Saoudite, tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire un coup de gueule ou quoi que ce soit, parce que je trouve ça totalement inutile. Voilà, si je parle sans doute du show Arabie Saoudite, ce sera juste pour la décision entre Goldberg et Bray Wyatt, que je trouve immonde et répugnante. Mais je n'ai pas envie de parler de ce show et d'ailleurs je n'en parlerai pas plus que ça ici. Pour en revenir à AEW Revolution, c'est un pay-per-view que j'attendais pas trop, je vous avoue. J'ai surtout attendu le dernier pay-per-view, c'est-à-dire Full Gear. J'attendais beaucoup parce que c'était vraiment le premier show depuis le début de Dynamite, donc c'était vraiment un premier show avec une réelle construction derrière. Révolution, je l'attendais pas déjà parce que le nom me parle pas du tout, j'ai l'impression de regarder un show français. Mais je n'attendais pas, surtout parce que j'ai l'impression que ces dernières semaines, Dynamite, ou en tout cas AEW, mise beaucoup plus sur justement le show hebdomadaire Dynamite que sur les pay-per-view. Donc j'ai l'impression que ce pay-per-view a été construit vraiment un petit peu à l'arrache, je trouve, à part quelques matchs hein, comme MJF, Cody et Moxley, Chris Jericho. Mais sinon, la plupart des affrontements, il y a aussi Jack Hager et Dustin Rhodes d'ailleurs qui a été bien construit. Mais sinon, voilà, le pack Orange Cassidy sort vraiment de cette semaine. Voilà, Nyla Rose, Chris Statlander aussi. Kenny Omega et Hangman Page contre les Young Bucks, il sort il y a 2 semaines, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal avec les pay-per-view comme ça qui sont pour moi pas assez construits, ou alors en fait, surtout qu'en fait Dynamite pour de vrai ces dernières semaines est vraiment un très très bon show hebdomadaire, sans doute même le meilleur actuellement du côté nord-américain, en tout cas de ce que je regarde. Donc pour le coup, j'ai l'impression que Révolution n'a pas grand intérêt, étant donné que les shows Dynamite sont à chaque fois dignes d'un pay-per-view. Donc voilà, c'est un petit peu pour moi mon point faible, même si c'est vraiment juste pour exagérer, parce que je vais pas me priver non plus de regarder un bon show. Mais voilà, on commence le show avec le premier match. J'ai pas regardé le pré-show. Tout simplement parce que les pré-shows je les regarde pas, hein, que ce soit WWE ou AEW, je regarde pas du tout les pré-shows. J'ai juste vu que c'était du coup un Dark Order contre SCU et une victoire de Dark Order. Donc je suis très content si vous avez écouté mes anciennes critiques sur AEW Dynamite. J'adore Dark Order, donc je suis très très content qu'ils gagnent des matchs parfois. Et surtout qu'ils soient mis en avant contre les anciens champions par équipe SCU, qui sont quand même une bonne équipe du côté de l'AEW. Donc le premier match, à mon grand étonnement, c'était Jack Hager contre Dustin Rhodes. Donc on a misé sur les poids lourds, les gros gabarits. Moi je pensais qu'ils allaient commencer plutôt par Darby Allin contre Sammy Guevara, mais apparemment pas du tout. Ils ont vraiment préféré miser sur les gros gabarits. C'est un choix osé, assez sympathique. Donc du coup on a eu un match qui m'intriguait beaucoup sur le tableau. C'était une construction quand même qui date de plusieurs semaines maintenant, même de plusieurs mois. Parce que ça a commencé, il me semble, en octobre, hein, où Dusty Rhodes s'est fait attaquer par le Inner Circle, s'est fait casser la main par Jack Hager. Donc du coup, on arrive à cet affrontement avec de l'intérêt quand même, et ça me fait vraiment plaisir. Jack Hager qui arrive avec une entrée un petit peu MMA, qui embrasse sa femme au premier rang. Je sais pas si c'est sa vraie femme, mais en tout cas, il embrasse cette femme. Voilà. Donc du coup, on a eu un match qui était très honnête. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé move par move. Ou quoi que ce soit, c'est une victoire de Jack Hager après une soumission, je ne rappelle pas le nom, c'est
arm choc, quelque chose comme ça. Ou en tout cas voilà il le prend, c'est comme une prise de l'ours mais en prenant le bras par-dessus l'épaule et en le serrant très très fort jusqu'à qu'il s'évanouisse. Donc une victoire par soumission, par KO même on pourrait dire, parce que Dustin Rhodes ne s'est tout simplement pas relevé, il a même pas abandonné, il est tombé dans les vapes et l'arbitre a décidé d'arrêter le match. Match très sympathique quand même, moins rythmé que aurait pu être un Darby Allin contre Sammy Guevara. J'ai envie de dire beaucoup mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas écrit mes notes. Voilà, je m'attarde juste sur ce que je pense au fur et à mesure. Voilà, donc excusez-moi si jamais ça vous dérange les mais voilà, c'est tout à fait naturel. On parle entre nous, donc je peux chercher mes mots, c'est pas grave. Oui, Jack Hager qui remporte le match de façon très très bien, ça le met bien en avant, son côté MMA qui est aussi toujours présent, hein, depuis qu'il a la AEW qui est aussi mis en avant. Dustin Rhodes a clairement pas besoin d'une victoire, Jack Hager avait besoin d'une victoire pour son premier match quand même du côté de AEW. Et c'est une très très bonne victoire de sa part, de Dustin Rhodes qui fonctionne très très bien avec le public, j'ai beaucoup apprécié. C'est une confrontation très honnête, voilà, et un opener somme toute sympathique, même si j'aurais préféré un petit peu plus de voltige, un petit peu plus d'action. Là ils ont pris un petit peu leur temps étant donné le gabarit des deux, c'est logique. Mais c'était un match très très honnête que j'ai beaucoup apprécié. Juste après le match entre Jack Hager et Dustin Rhodes, la AEW, oulala, lapsus, excusez-moi, la AEW a fait une annonce pour son prochain pay-per-view qui aura lieu le 25 mars, et c'est un pay-per-view qui s'est appelé Blood, si vous préférez, Blood and Guts. Donc voilà, la fameuse expression que Vince McMahon déteste. Blood and Guts, qui aura lieu du coup le 25 mars, donc avant WrestleMania, il me semble. WrestleMania c'est quelques jours après, peut-être une semaine après, voilà. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu pour le coup, c'est que ce pay-per-view aura le thème de Wargames, donc voilà, ils n'ont pas les droits sur le nom Wargames, donc ils vont sans doute appeler ça autrement, mais c'est tout simplement un Wargames, hein, ils l'ont présenté dans la petite promo, où ils vont dire voilà, il y a 2 rings et qui sont entourés par une cage géante, et du coup voilà, ça va être du coup les Wargames du côté de la W. Je suis très très content de cette décision. Pour moi c'est les pay-per-view à thème comme ça qui me font vraiment plaisir, que je ne m'attendais pas du tout à voir du côté de AEW. Je parle des pay-per-view à thème, pas forcément de Wargames, hein, même si je pensais que la WWE un petit peu plus protéger ses droits. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc, du coup on aura 2 Wargames par an, chez la AEW, un chez WWE NXT. Et ça fait extrêmement plaisir, j'ai hâte de voir si ça va être vraiment des matchs par équipe, ça peut être très très sympathique. Et ça m'intrigue beaucoup. On passe au deuxième match qui est Darby Allin contre Sammy Guevara, match de poids léger, de la voltige, une histoire assez sympathique, hein. Darby Allin s'est fait attaquer par une Circle tout simplement, il est revenu il y a 2 semaines pour se venger en attaquant Sammy Guevara et maintenant il veut faire sa peau, histoire simple et efficace comme on aime dans le catch. C'était un match assez court mais très impactant étant donné le gabarit des deux, ça a voltigé de partout. Darby Allin qui n'a pas perdu de temps dès le début du match, il est parti attaquer Sammy Guevara qui était à l'extérieur, hein. La cloche n'a même pas eu le temps de sonner, donc ils se sont un petit peu battus à l'extérieur jusqu'à revenir au bout d'un moment à l'intérieur pour ensuite faire cet affrontement officiellement. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, il m'a vraiment beaucoup plu. Sammy Guevara qui a fait un 630 Sunton à l'extérieur sur Darby Allin qui était sur une table, c'était impressionnant. J'adore les deux catcheurs, pour moi c'est vraiment des très très bons catcheurs, ils ont bien fait de miser sur eux, sur ce pay-per-view pour un petit peu miser sur le futur, hein, de la AEW, c'est eux le futur, Darby Allin et Sammy Guevara. Et ils l'ont bien montré dans cet affrontement qui les a bien mis en avant tous les deux. Darby Allin a remporté la victoire pour se venger un petit peu, hein, de Sammy Guevara et de l'attaque de Inner Circle, avec son coffin drop, hein, du coup son saut suicide depuis la 3ème corde. Donc, tout simplement après le match il prend son skate et il veut attaquer Sammy Guevara, et il y a Jack Hager qui vient récupérer Sammy Guevara et se barrer, et Darby Allin les regarde en les menaçant de les tuer. Donc j'imagine que la rivalité entre Inner Circle et Darby Allin va continuer. Est-ce que Darby Allin va être épaulé de Jon Moxley ou d'autres personnages, peut-être de Dustin Rhodes, à voir. Mais Darby Allin est très très bien crédibilisé. C'est super cool, Sammy Guevara a fait une vraiment très très bonne prestation, mais ça je pense que je vous apprends rien. Fan de catch, Sammy Guevara c'est vraiment un catcheur à voir je pense. Et voilà, c'était un affrontement très très honnête. Qui était somme toute sympathique. Darby Allin m'impressionne vraiment de plus en plus, il a vraiment une attitude de badass, je sais pas comment dire, mais vraiment le mec il a beau être petit, dans son attitude j'ai l'impression que le mec fait 1m90 et qu'il est menaçant quoi, donc bravo à lui.
Il y a Sammy Guevara aussi qui a fait des prises de risque durant cet affrontement. Il a d'ailleurs tenté un moment un Spanish Fly en sautant directement sur la troisième corde alors que Darby Allin était posé sur la troisième corde. Et voilà, il avait la jambe en l'air, j'ai eu très très peur, mais Sammy Guevara a réussi à reprendre tout simplement l'élan qu'il avait, et pour revenir sur ses deux pieds, c'était très très bien fait. Du coup, je vous invite vraiment à aller voir cet affrontement si jamais vous avez envie de voir des poids légers avec un petit peu de hardcore dans l'affrontement, et ça peut être très sympathique. On passe au match suivant qui était l'un des matchs, peut-être même le match qui m'intéressait le plus sur cette carte. C'est le match pour les titres par équipe. C'est Kenny Omega et Hangman Adam Page contre les Young Bucks. C'était un match très très sympathique. Et même, je vais vous dire quelque chose, c'est un match qui m'a réconcilié avec les Young Bucks, tout simplement. Les Young Bucks, je les adore, c'est pas le souci, mais c'est juste que c'était un petit peu du high fly, voilà, du spot monkey, comme on pourrait dire vulgairement. Et j'avais peur de ça, j'avais peur qu'on tombe dans la surenchère au fur et à mesure du match, que ça s'enchaîne de plus en plus, et ça n'a pas du tout été le cas. C'était un match qui était très psychologique, tout simplement parce qu'il y a l'histoire avec Hangman Page et les Young Bucks, et d'ailleurs Kenny Omega aussi, qui est autour de ce match, c'est tout simplement le principe même de ce match. Hangman Page qui un petit peu en a marre des Young Bucks, qui lui volent un petit peu le spotlight, qui a envie de se mettre en avant, tout ça. Je vous rappelle pas la rivalité, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur AEW Dynamite que j'ai faite pour un petit peu parler de ça. Mais tout simplement, voilà, c'était un très très bon affrontement, très très psychologique, ce qui m'a fait vraiment plaisir. On n'a pas eu beaucoup de surenchères sur les moves ou quoi que ce soit, c'était vraiment plus de la psychologie que du in-ring même. Ce qui crée d'ailleurs un petit peu peut-être non, je perds mes mots, excusez-moi. Pas une tristitude, mais voilà, on est un petit peu déçus. Je pense que certains pourraient peut-être un petit peu être déçus de cet affrontement, tout simplement parce qu'ils auraient préféré voir du grand catch, et là, enfin en tout cas du grand catch sur le ring, et là on a eu plus du grand catch au niveau de la psychologie du match, que le match voulait raconter que du in-ring. Et pour ma part, je trouve ça quand même très très sympathique, et je trouve même ça équivalent à du bon in-ring. Le catch, c'est aussi des histoires, je le rappelle. Donc du coup voilà, Kenny Omega qui était affaibli durant cet affrontement suite à son affrontement contre Pac cette semaine même à Dynamite, ce match de Iron Man 30 minutes. Je vous invite toujours à aller voir ma vidéo sur AEW Dynamite pour voir mon avis sur ça. Mais oui, du coup il était affaibli à l'épaule. À un moment, Matt, il me semble, en a profité pour un petit peu foutre des coups de pied dans l'épaule meurtrie de Kenny Omega, qui était pas très très content. Et d'ailleurs même le public l'a hué, les Young Bucks se sont fait huer pendant ce match, un petit peu en tout cas. Quand ils ont un petit peu joué les filous en s'attaquant notamment à l'épaule blessée de Kenny Omega ou directement à Hangman Page, qui est méga populaire. Donc voilà, les gens étaient vraiment du côté de Hangman Page plus que du côté des Young Bucks. Ça m'a un petit peu étonné. Je pensais que ça allait être un petit peu 50-50 ou voilà, qu'ils allaient pas se faire huer, mais ils sont vraiment fait huer pendant ce match, les Young Bucks. Donc du coup voilà, c'est un très très bon affrontement. Hangman Page qui a réussi à remporter la victoire pour son équipe après un buckshot lariat directement à l'extérieur sur Nick, et après il est revenu pour faire un buckshot lariat sur Matt, et ensuite de toute façon ils sont tombés. Je vais pas m'attarder plus sur Kenny Omega, tout simplement parce que pour le coup je suis pas du tout objectif, j'adore Kenny Omega, donc si je vous parle de Kenny Omega, c'est juste pour vous dire il est incroyable. Waouh, il est vraiment fou. Et oui, il a été fou pendant ce match, il a été vraiment incroyable, il a fait une bonne psychologie, un très très bon match en termes de in-ring. Les Young Bucks d'ailleurs qui ont fait un petit pied de nez à Kenny Omega, qui d'ailleurs a lui aussi fait un petit pied de nez durant le dernier show Dynamite contre Pac. Il avait porté un Kimigoye, qui est la finish de Kota Ibushi. Je vous invite à chercher vous-même l'histoire entre Kota Ibushi et Kenny Omega, pour ceux qui ne le connaissent pas. Du coup, durant cet affrontement, les Young Bucks ont tout simplement porté le double V-Trigger, ou je ne sais pas comment ils veulent l'appeler, le double Kimigoye peut-être, qui était la finish de Kenny Omega et Kota Ibushi au Japon. Donc ils l'ont porté sur Kenny Omega, c'était très très bien joué de leur part. Ils ont pris vraiment, c'était vraiment psychologique, c'est pour voilà, ce genre de détail qui peut-être ne dit rien en soi, quand vous regardez juste du catch bêtement, on va dire. En tout cas c'est pas pour vous insulter, mais quand vous vous intéressez pas plus que ça, mais quand vous intéressez vraiment à la psychologie du show, c'était vraiment très très intéressant de porter ce genre de move à ce moment là, parce que c'était vraiment très très bien fait.
Eggman Page du coup qui a réussi à remporter la victoire pour son équipe, du coup toujours champion, Kenny Omega, Eggman Page. Juste après le match, il y a eu aussi d'ailleurs des crachats pendant le match, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, Eggman Page, des crachats des doigts d'honneur entre les Young Bucks et Eggman Page. Et juste après le match, il y a les Young Bucks qui réconfortent Kenny en lui disant bravo à toi mon pote, on te fait un câlin, tout ça. Et Eggman Page qui est un petit peu à l'écart, il a pas trop envie de se mêler à ça. Et Kenny Omega il force pas du tout Eggman Page à faire un câlin ou serrer la main aux Young Bucks. Donc du coup à ce moment-là, Eggman Page il se met sur le bord du ring. Les Young Bucks partent et il reste que Kenny Omega sur le ring. Et du coup Eggman Page sur le bord du ring. Et à ce moment-là, le plan de caméra c'était d'ailleurs très bien fait, contrairement à beaucoup de choses dans le show au niveau de la production. Mais là c'était très bien fait parce qu'à ce moment-là, Eggman Page est totalement en position de porter son Buckshot Lariat. Et il le fait pas tout simplement, voilà, il le fait pas. Kenny Omega se retourne un petit peu surpris et finalement Eggman Page il fait juste en sorte que Kenny Omega puisse sortir en lui ouvrant les cordes. Et voilà, j'ai trouvé ça très bien foutu parce que j'ai vraiment cru du coup à ce moment-là au heel turn de Eggman Page, même si j'aurais trouvé ça un petit peu bête pour le coup, mais j'ai vraiment cru à ce moment-là au heel turn de Eggman Page et ça a vraiment été très bien filmé pour le coup. Et bravo à la AEW, bravo à l'équipe de production pour ce coup-ci, même si je vais pas du tout les féliciter pendant tout le show parce qu'ils ont vraiment fait des bourdes ahurissantes à un certain moment. J'en rappellerai peut-être à la fin pour faire un petit peu un récap. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce match si vous connaissez toute l'histoire entre Kenny Omega, les Young Bucks et Eggman Page. En fait, si vous connaissez l'histoire du Bullet Club de l'élite, tout simplement, je vous invite à aller voir ce match parce que pour moi, c'est du grand art. Voilà. On passe au match suivant qui, pour le coup, n'était pas du grand art. C'est le match pour le titre féminin de la AEW. C'est Nyla Rose qui défendait son titre contre Chris Statlander. Vous avez vu comment je le prononce bien. Chris Statlander, du coup, l'alien. Dans un match qui malheureusement m'a pas plu, il avait un faux rythme. En même temps, passer après Kenny Omega, Eggman Page contre les Young Bucks, c'est compliqué. Donc peut-être un mauvais choix du côté de la AEW. Mais voilà, Chris Statlander malheureusement m'a déçu dans cet affrontement. Ça se voit qu'elle est pas tout à fait à l'aise. Peut-être que c'est un manque de travail avec Nyla Rose tout simplement. Mais il y a eu beaucoup de moments où il y a eu des botches, où il y avait des imprécisions. Et ça m'a totalement sorti du match, d'ailleurs comme le public un petit peu, hein, ils étaient pas investis dans ce match, et je peux le comprendre d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de construction vraiment autour de ce match. Et sur le ring malheureusement c'est pas les meilleures catcheuses, donc forcément ils peuvent pas rattraper ça avec leur in-ring. Nyla Rose qui a quand même fait une bonne prestation, qui reste championne logiquement on va dire. Donc voilà, après un avalanche Beast Bomb, voilà, donc un power bomb depuis la troisième corde, qui d'ailleurs a eu du mal à être porté, donc j'ai vraiment cru à un méga botch qui aurait fait très mal à sans doute Chris Statlander qui serait tombé mal sur la nuque. Mais voilà, il y a eu beaucoup de botch, je vais pas un petit peu vous dire botch par botch parce que j'ai pas noté ce qui s'est passé, mais c'était un match, disons, pas un match digne d'un pay-per-view pour moi. Mais un match dont on a besoin pour construire une bonne division féminine, ou en tout cas commencer à construire une bonne division féminine. Et malheureusement c'est peut-être soit le placement, soit le mauvais ring qui pêche pour ce match. Donc je suis pour l'instant mitigé, même si je suis content que Nyla Rose remporte la victoire et que Chris Statlander a quand même du spotlight sur elle, hein, qu'elle soit mise en avant, en lumière, même si malheureusement ça n'a pas été vraiment utile, et malheureusement ça l'a plus desservi je pense pour le futur que autre chose. On passe au match qui était le plus attendu par les fans, j'imagine, pas vraiment par moi, parce que voilà, mon avis sur Cody ne change pas trop, même si des fois j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas le cas ce soir. MJF contre Cody, match de tous les enjeux, match de tous les diables, on pourrait dire. MJF qui a fait abandonner, hein, je le rappelle un petit peu cette rivalité, qui a fait abandonner Cody à Full Gear pour le titre AEW contre Chris Jericho. Il a jeté la serviette pour que Cody abandonne. Et du coup voilà, MJF on a profité pour faire un heel turn. Mon avis n'a toujours pas changé, pour moi c'était vraiment trop tôt pour le heel turn de MJF, même si j'ai bien aimé ce qui s'est passé pendant la rivalité, mais c'était trop. Et en fait cette rivalité en tout cas était trop, et le match c'est exactement pareil. Le match était trop, il y avait trop de choses. Il y avait un non-rythme ou un faux rythme qui m'a ennuyé, voilà, honnêtement. Voilà, je rappelle que c'est une vidéo critique à chaud, hein, donc peut-être que mon avis va changer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais ce match je l'ai vraiment pas trop apprécié. MJF qui se fait ouvrir le visage pour saigner abondamment,
Bien sûr, hein. Donc, dès qu'il y a Cody dans l'équation, il y a forcément quelqu'un qui doit signer. Alors que c'est à ce moment-là, c'est totalement illogique hein, qu'il signe. Il se prend un disaster kick de Cody en plus, donc c'est pas non plus réputé pour être les kicks les plus dangereux du métier. Mais voilà, et d'un seul coup, il revient sur le ring après une intervention d'ailleurs de Wardlow à l'extérieur. D'un seul coup, on voit que MJF est totalement ouvert sur le crâne, comme s'il s'était fait prendre un coup de chaise ou je sais pas quoi dans le visage. Donc pas du tout crédible, ce blue job de MJF. D'ailleurs très mal fait, hein, parce qu'on voit concrètement hein, que c'est qui s'ouvre lui-même, ou alors que c'est du faux son. Je sais pas trop si ouvre lui-même ou si c'est du faux son, mais on voit totalement que c'est fake. Donc voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est le moment où Wardlow récupère Brandi Rhodes, qui est accompagné de Cody. Hein. Cody s'était fait accompagner par Arn Anderson et du coup sa femme Brandi Rhodes, et du coup MJF par Wardlow, logique. Et Wardlow a pris Brandi Rhodes, pas de la manière dont vous pensez, mais en position pour forcer sa finish, le F5 Tornade, là je sais pas trop comment il l'appelle. Et du coup Cody lui dit non, pose là. Et Wardlow du coup il la pose parce que c'est quelqu'un de gentil. Et Cody, quand il essaie d'attaquer Wardlow, et ben, il tape Arn Anderson derrière. J'ai trouvé ça très bien joué pour le coup. Parce que Arn Anderson, pardon, c'est quelqu'un qui a dû arrêter sa carrière hein, à cause d'une blessure. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, oh merde, putain, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Et du coup, ça c'était bien joué, étonnamment. Et voilà, c'est une victoire de MJF. Hein. Je vais pas récaper tout ce qui s'est passé dans le match, comme je l'ai dit avant, mais c'est une victoire de MJF après un coup de bague dans le visage de Cody et après avoir porté sa finish, hein, le double cross, qui est en fait un crossroads. Mais du coup, voilà, c'est une victoire logique de MJF. Je m'attendais vraiment à cette victoire. Cody en a pas vraiment besoin. MJF, c'est le futur, on a besoin de miser sur lui. Bravo à Cody d'avoir mis son écho de côté pour ce coup, pour mettre MJF en avant. Mais malheureusement, le match c'était bof. C'était bof. Je sais pas si c'est moi, si c'est que moi, ou si le public avait un petit peu décroché aussi, mais ce faux rythme, en fait, il a vraiment tout cassé, je trouve, pendant ce match. Pas comme Chimera, hein, il a pas tout cassé comme ça. Mais voilà, c'est décevant, j'ai envie de dire. Après une entrée incroyable de Cody, je sais pas pourquoi il fait une entrée. Il y a un groupe d'ailleurs hein, qui est venu pour chanter sa musique d'entrée. Donc voilà, digne d'un WrestleMania. Pour au final un match assez bof, j'ai trouvé ça très étrange. Et voilà, d'ailleurs, j'en profite de ce point pour dire voilà, que Cody a une entrée incroyable, qui se met les moyens pour faire une entrée incroyable. Pour dire que c'est pas le cas du tout de tous les catcheurs de la AEW. D'ailleurs, il y a même des entrées qui sont très oubliables, comme l'entrée de Jack Hager et de Steamboat Rhodes. D'ailleurs, ils sont totalement oubliables. Quand ils sont rentrés, je me suis dit waouh. Donc ça, c'est le premier match et ils ont une entrée molle comme ça. Donc il faut vraiment qu'ils travaillent ce côté-là, hein, du côté de la AEW, parce qu'il n'y a pas que Cody qui a besoin d'une entrée incroyable. Tous les catcheurs ont besoin d'une entrée incroyable. MJF, il a vraiment besoin de changer de musique parce qu'elle est vraiment affreuse, sa musique. Voilà, quand j'entends sa musique, en fait, j'ai pas du tout envie de m'investir derrière lui, alors que j'adore MJF. Hein, et j'arrive pas du tout à croire que c'est le mec, le heel important de la AEW avec cette musique nulle à chier, hein, concrètement. Donc voilà, c'est mon petit point parenthèse, mais j'avais besoin d'en parler parce que vraiment, c'est toujours pas bien foutu du côté de la AEW. Les entrées, il n'y a que Cody qui a une entrée incroyable, et les Young Bucks aussi par hasard. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à vraiment travailler du côté de la AEW. Arrêter de mettre ces feux d'artifice tout le temps pour faire semblant que c'est une entrée incroyable alors que concrètement ça l'est pas, parce que c'est ridicule d'ailleurs, leurs feux d'artifice sont ridicules. Donc voilà. On passe à Pac contre Orange Cassidy, match que j'attendais beaucoup. Tout simplement parce que Orange Cassidy n'a toujours pas fait de réel match du côté de la AEW. J'en ai vu quelques-uns en indépendant. Mais du côté de la AEW, c'est vraiment son premier match contre Pac en plus. Donc ça fait vraiment un changement de style très différent. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match. Victoire logique, j'ai envie de dire, de Pac contre Orange Cassidy. Orange Cassidy qui a quand même été sérieux à des moments. Enfin, au bout d'un moment, il a été très sérieux. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Je pense que les gens qui ne connaissent pas Orange Cassidy ont dû vraiment être impressionnés par ce catcheur pendant ce match. Il a bien pu se mettre en avant. Je pense que ça met encore plus les fans derrière lui. Donc le travail est rempli. Il avait concrètement pas du tout besoin de cette victoire, hein, tout simplement parce qu'Orange Cassidy c'est son premier match en solo. Et que je pense pas qu'il soit pour l'instant, en tout cas créé en tant que catcheur solo réellement menaçant, alors que Pac en avait besoin, parce qu'il y a quand même décrédibilisé, comme je l'ai dit durant la vidéo de Dynamite de cette semaine, il en avait vraiment besoin. Donc voilà, Pac qui gagne de victoire logique.
J'ai pas compris pourquoi il y a les Lucha Brothers qui sont venus pour attaquer les Best Friends, pour détourner l'attention des Best Friends, pour que ensuite Pac puisse en profiter pour porter son Brutalizer sur Orange Cassidy, qui d'ailleurs abandonne tout de suite. Voilà, je sais pas pourquoi il y a eu cette intervention. Concrètement, Pac avait pas besoin d'intervention. Je sais pas du tout ce qu'ils font avec Pac, hein. C'est très très étrange. Il arrive à la W comme le mec crédible, dangereux, auquel on a peur. Et depuis quelques semaines, quelques mois, et ben il est totalement, on dirait qu'il a besoin des gens pour gagner. Il y a besoin d'intervention, il y a besoin d'autre chose. Et je ne comprends pas. Voilà, donc je suis un petit peu déçu. Il gagne quand même, donc cool pour lui. Mais je suis quand même très étonné. On passe au main event, le main event attendu, le titre de la W en jeu. Chris Jericho contre Jon Moxley, l'ancien Dean Ambrose du côté de la WWE, je le rappelle pour ceux qui n'ont toujours pas commencé à AEW, qui voudraient commencer avec ce pay-per-view. Voilà, match qui malheureusement, également comme le MJF Cody, mais encore plus que le MJF Cody d'ailleurs, m'a vraiment pas plu. Voilà, je me suis pas du tout investi dans ce match. Tout simplement parce que j'étais persuadé que Jon Moxley allait gagner. Donc voilà, d'ailleurs ça a été le cas, hein, Jon Moxley a gagné. Et je n'ai pas compris ce match. Il y a eu forcément les interventions du Inner Circle, ils ont été contrés, ils ont été bannis. Jon Moxley en a profité pour porter son Dirty Deeds et son Death Rider. Et voilà, je ne suis pas investi dans ce match. Je ne suis pas étonné de la victoire, pas du tout même. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. La chose qui m'a très étonné, que je trouve pour le coup très mal fait, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas un anti-AW, hein. Je tiens à le préciser avant qu'on me tombe dessus, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui me tombent dessus. Mais voilà, Jon Moxley, à la fin du match, concrètement, il enlève son cache-œil, et là il regarde le public en disant: vous avez vu, je vous vois tous. D'ailleurs, très bons commentaires, hein, qui ont dit oui, Jon Moxley nous voit tous. Ils ont été très très bons aux commentaires pendant le main event d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas compris du tout pourquoi. En fait, il passe tout un match avec un œil bandé pour qu'à la fin, avant de porter son finish, il l'enlève et ils disent: non, en fait, je vois très bien. Pourquoi ça aurait pu être fait, je pense, de manière beaucoup plus pas logique, mais en tout cas intelligente, parce que là ça n'a pas du tout été intelligent. Il y a d'ailleurs aussi encore eu un blue job sur Jon Moxley qui était d'ailleurs filmé directement par la caméra. C'est Aubrey Edwards qui met du sang sur le cache-œil enfin en tout cas derrière le cache-œil de Jon Moxley. On le voit directement au premier plan, donc ça c'est très très mal fait. Je fais une petite parenthèse avant de terminer mon avis sur le main event, mais la production pendant tout le show a été calamiteuse. Voilà, je pense que c'est le bon mot. On a raté des moves, littéralement on a raté des moves dans certains matchs, parce que la production préfère filmer la réaction d'un fan. Il y a d'ailleurs également eu, je ne sais plus dans quel match, mais alors ça m'a vraiment choqué. Il y a eu un move ou une entrée, je ne sais plus, enfin un gros moment qui s'est passé, et du coup ils mettent un plan sur un fan, et en fait ce fan là il est sur son portable en fait à ce moment là. Donc du coup ça m'a totalement choqué. Je me suis dit waouh, comment tu peux filmer un mec qui est sur son portable littéralement à ce moment là. Voilà, donc on rate des moves à l'écran parce qu'on préfère filmer des fans pour montrer leur réaction. Des fois les fans ils font même pas la réaction attendue, donc du coup ça devient ridicule. Et voilà, des fois ils filment pas le bon endroit. Il me semble que pendant le match par équipe on a raté des moves, enfin c'était impressionnant. Donc du coup voilà, c'est la production ces dernières semaines, voire depuis quelques mois même, m'avait réconforté avec la AEW, mais pour le coup la ce pay-per-view m'a fait totalement l'effet contraire. Je me suis dit putain, la production est vraiment mais au ras des pâquerettes quoi. Il y a vraiment un travail très important à faire sur ce niveau là du côté de la AEW, et c'est vraiment, je pense que c'est urgent de le faire, parce que ce pay-per-view là il a été malheureusement à des moments totalement gâché, et j'ose le dire en tout cas pour nous fans qui regardons depuis un écran. Il a été totalement gâché par la production qui était pas du tout au bon endroit au bon moment quoi. Donc voilà, pour finir mon avis sur le main event, Jon Moxley qui gagne, victoire logique. J'ai pas du coup compris du coup cette histoire de bandage aux yeux, qui en fait ouais, ils voyaient depuis le début, donc je comprends pas du tout pourquoi ils ont laissé jusqu'à la fin. Et par contre le truc sympathique que j'ai beaucoup apprécié, c'est Jon Moxley qui après le match il a gagné, il est content, il célèbre. Il porte un t-shirt, un bon t-shirt, son nouveau t-shirt avec le titre AEW recouvert d'un Mox,
pour Moxley, et derrière il y a écrit la date du show avec j'étais là, voilà, pour que les fans puissent en acheter plein, pour dire voilà, c'est le début, comme a dit Jim Ross, c'est le début de l'ère Moxley, et ça c'est très marquant hein, de dire ce genre de choses à ce moment là. Mais voilà, il se permet de faire un discours juste après son match pour être très content. Voilà, enfin en gros un discours de fin de show où il dit qu'il est très très content. On n'est pas là New Japan non plus, hein, donc il les remercie pas non plus sa mère, son grand-père, sa femme, tout ça. Il remercie surtout les fans d'être là et qu'il est très très content d'être dans cette promotion. Et tout le tralala, hein. Voilà, je vous évite tout ce qu'il dit, mais promo habituel de fin de show. À ce moment-là, il était en train de reprendre son souffle et il y a quelqu'un qui a lancé la musique, donc bravo à la production. Et du coup, Jon Moxley a dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, attendez avec la musique là. Et du coup, il finit quand même son discours pour remettre la musique et partir dans le public. Donc voilà, c'était une bonne fin de show. J'ai bien aimé ce discours de fin de show, je trouve ça très très cool. Ça rajoute vraiment un côté prestigieux, je trouve, au champion qui peut faire le discours de fin de show, de fin de gros show, comme à la New Japan d'ailleurs, ce que j'apprécie également. Mais voilà, je suis pour mon avis plus concret sur le show de manière globale. Je suis pas déçu, mais j'ai été, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a eu un manque d'intérêt assez flagrant pour ce pay-per-view qui a été pour moi construit un petit peu tardivement et pas forcément de la bonne manière. Donc voilà, je suis un petit peu pas déçu. Mais voilà, c'est un moyen plus. Si je devais mettre une note, c'est un moyen plus. Si je devrais mettre en étoile sur 10, parce que je mets que sur 10, sur 5, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais si je mettrais une note sur 10, je mettrais un 8, peut-être non, un 7,5, 7,5 peut-être, 7 ou 7,5, voilà, sur 10, sur ce pay-per-view. Parce que même s'il y a des affrontements que j'ai beaucoup appréciés, pour moi, les matchs qui devaient être le plus important étaient mal chorégraphiés, étaient mal rythmés. Donc du coup je vais très vite décrocher de ce genre de match, comme dirait Cody, des rebuts du catch, le fameux théorème où quand tu regardes un match, le moment où tu prends ton portable c'est le moment où tu te désintéresses. Malheureusement sur MJF et Cody et sur le main event Chris Jericho contre Jon Moxley, et ben j'ai pris mon portable, donc voilà, je me suis pas du tout spoilé le show, donc je suis très content quand même de pas m'être fait spoiler pour pouvoir profiter de ce pay-per-view, même si ça me dérange pas plus que ça d'être spoilé non plus. Mais voilà, je suis parti vraiment en me disant je vais passer un bon moment, et malheureusement il y a eu un manque de profondeur peut-être sur ce pay-per-view. Donc voilà, je vous invite quand même à aller voir le match par équipe qui était un très très bon match. Darby Allin contre Sammy Guevara aussi. L'opener entre Jack Hager et Dustin Rhodes qui était un match très très honnête aussi. Pour ceux qui sont intrigués d'Orange Cassidy, et je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à aller voir le match contre Pac, qui était vraiment pour moi le match qu'il faut voir pour Orange Cassidy pour s'investir encore plus derrière ce catcheur. Et malheureusement pour moi les matchs qui devraient en tout cas être le plus intéressant étaient pour moi les plus mauvais. Donc du coup Nyla Rose contre Kris Statlander pour le match féminin qui était pour moi le match vraiment le plus mauvais de cette soirée. Ensuite ça va être Jon Moxley contre Chris Jericho qui était certes pour le titre AEW mais avec un réel manque je pense de performance des deux catcheurs, même si on ne doit pas s'attendre non plus à une grosse performance, hein. Chris Jericho c'est un catcheur plus vieillissant qu'autre chose, hein, donc maintenant c'est plus non plus un technicien, et Jon Moxley ça n'a jamais été un technicien, c'est plutôt un bagarreur. Et pour finir c'est le MJF Cody qui m'a pas du tout plu, voilà, j'ai pas du tout aimé. Ils ont essayé d'en faire trop sans réelle profondeur, donc du coup on se retrouve avec un match un petit peu bâtard. On me dit c'est un match normal, mais en même temps ça doit être un match extrême, et voilà, il doit se passer des trucs, mais en même temps on doit rester dans un match 1 contre 1 simple, sans stipulation. Donc voilà, peut-être je pense que la rivalité d'ailleurs va continuer entre MJF et Cody pour arriver à encore plus un gros match dans le futur, mais pour l'instant c'est pour moi un réel manque de profondeur dans cet affrontement qui pour moi arrive pas trop tôt, mais qui est trop lisse et qui aurait dû être booké d'une autre manière pour pouvoir continuer la rivalité et qu'on attende encore plus la prochaine fois. Voilà, concrètement voilà, c'était mon avis global sur ce show AEW Révolution de fin février, le 29 février, dernier jour de février. On est actuellement le dimanche 1er mars, j'enregistre cette vidéo du coup le matin. J'espère que vous serez nombreux à écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager réellement. Un gros coucou à Mika
qui partage mes vidéos très régulièrement et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous pour cette vidéo et dans les prochaines vidéos aussi également. Et n'hésitez pas non plus à me faire un retour de manière globale ou pourquoi pas match par match en commentaire ou sur les réseaux sociaux @taophilpw sur Twitter. Et je vous attends très très vite pour d'autres vidéos. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour une vidéo du show Super Showdown, ou en tout cas mon avis pour ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je le ferai avec du coup grand plaisir. On se dit à la prochaine pour NWA Power, Impact, NXT et Dynamite, comme d'habitude, toujours en 5 points. Et soyez toujours fiers d'être fan de catch, comme dirait Axel. Et n'hésitez pas à partager votre passion avec le plus grand nombre. Bisous!